Alors, du coup, ce que je vous propose, bienvenue à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. On va commencer. On accueillera au fur et à mesure les personnes qui arrivent. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau processus de travail, comme nous avons l'habitude de le faire à travers ces lives F3DF. Et comme vous le savez, nous parlerons de conception et nous parlerons d'impression 3D. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de plusieurs invités. Donc, à mes côtés, il y aura donc Vivien Salamon de Holymaker. Donc, pour certains, c'est peut-être pas une découverte parce qu'il était notre invité il y a quelques temps et nous sommes ici sur un deuxième épisode, ce qui a généré beaucoup de questions. Et on pourra parler davantage avec Vivien sur les applications de l'Olipress. Nous aurons également à nos côtés Thibaut Leroy de Formlabs. Donc Thibaut, j'espère que tu nous entends aussi. Impeccable. Florian, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et nous serons également accompagnés de Bertrand de Autodesk, qui également, j'espère, nous entend bien. Très bien. Parfait. Donc Bonjour à moi, tous. je suis Florian, responsable du pôle industrie chez F3DF et je serai l'animateur de cette session. Du coup, que va-t-on voir aujourd'hui? Nous allons revenir sur le concept d'injection de bureau, donc de presse injectée de bureau, associé à l'impression 3D et notamment la conception de moules en impression 3D. Ce sujet n'est pas forcément nouveau pour certains. Donc, comme je disais, c'est un second épisode. Vous pourrez bien sûr retrouver le replay du premier épisode si vous voulez en savoir plus sur la startup Holymaker. Et aujourd'hui, on va se consacrer davantage au design guideline permettant de concevoir et d'imprimer des moules en impression 3D pour l'injection plastique. Et on gardera un temps important pour gérer vos questions, puisque c'est aussi le but de ces rencontres. Alors, du coup, l'injection plastique de bureau, c'est là où Vivien, donc cofondateur de la startup Holymaker, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce principe de injection desktop? Ouais, merci Florian, merci à tous et puis merci à tous les participants. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage, qui m'ont jamais entendu parler lors de ces webinaires, je suis Vivien Salamon, du coup, cofondateur de l'entreprise Holymaker. Et Holymaker, on conçoit et on fabrique en France, dans le Grand Est, des presses à injection plastique manuelle, les Holypress. Des presses qui permettent de réaliser du prototypage ou de la petite série sur des petites pièces en plastique. Voilà. La Holypress rend vraiment accessible l'injection plastique qui a été réservée jusqu'à présent au milieu industriel. Voilà. Holymaker démocratise l'injection plastique de bureau. Alors, c'est la machine effectivement qu'on voit juste sur le côté de la photo qui s'affiche sur votre écran. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est que cette presse fonctionne de la même manière que les presses injectées, on va dire standard, avec l'usinage d'empreintes. Mais là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'est ce nouveau process de travail intégrant l'impression 3D, puisque l'idée, c'est aussi à travers l'expérience de l'impression résine Formlabs, de rendre accessible la conception du moule et l'injection, tout ça dans des solutions qu'on peut intégrer dans un lab d'entreprise. D'ailleurs, vous voyez juste derrière moi l'ensemble de l'équipement, c'est quelque chose qui du coup est peu encombrant, facile à mettre en œuvre et on va rentrer dans le détail aujourd'hui. Alors, du coup, là, clairement, ce type de presse de bureau permet aujourd'hui de faire de l'injection rapide pour des faibles volumes et des courtes séries en donnant de la flexibilité grâce à l'impression 3D. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir une vidéo et Vivien, je t'inviterai à nous expliquer ce qu'on voit à l'écran. Oui, donc là, on est sur une vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, c'était une vidéo explicative qui permettait de comprendre rapidement en quelques secondes l'utilisation de la Holypress. Donc, la mise en place des granulés, la mise en place du moule sous la presse et ensuite l'injection manuelle dans le moule imprimé en 3D. Là, on est sur un moule sans renfort. On reviendra plus tard. Donc, voilà, on dévisse le moule imprimé en 3D. Et en quelques minutes, on peut découvrir notre pièce injectée, la retirer. Et voilà, on a cette pièce qui est faite. Là, ce qu'on voit, la pièce grise, hein, c'est un moule complètement imprimé en 3D. Hein. C'est ça.
Pour rappel et pour compléter ce que tu as dit, Florian, moi, je suis spécialisé en impression 3D depuis 2014 déjà. Et c'est vrai que quand j'ai rejoint l'entreprise Olimaker, cofondé l'entreprise, on avait une mini presse injection plastique manuelle, mais on n'avait pas de quoi la démocratiser, en tout cas rendre accessible la fabrication des moules. Et c'est cette brique que j'ai apportée à l'entreprise, c'est trouver le moyen d'utiliser des moules imprimés en 3D pour pouvoir injecter avec le Olipress. Et c'est ça qui nous rend accessible l'injection plastique aujourd'hui. Eh bien, alors du coup, ce que je vous propose, c'est de rappeler un peu ce process de travail, ce workflow, où on part d'un besoin de pièces à injecter. On va avoir une étape de conception, bien sûr, du moule et on verra quelles sont les recommandations qu'on vous donne pour les préparer. La partie fabrication du moule, là, on enlève cette partie usinage, ou en tout cas, elle peut être complémentaire, en intégrant la fabrication en résine du moule sur une machine de bureau, par exemple. Et on va continuer le process standard d'injection en venant placer le moule, comme on l'a vu dans la vidéo, où la matière va être injectée, puis on va libérer la matière qui est dans notre moule pour obtenir la pièce finale. Donc, du coup, ce process, on va le découvrir. Je vous propose de rentrer dans le détail de la fabrication en impression 3D, où là, peut-être nous rappeler, Vivien, tu nous l'as expliqué comment est venue l'idée, mais quels sont vraiment l'intérêt d'utiliser cette hybridation finalement des deux procédés? L'intérêt est tout simple, c'est que dans les entreprises, quand on veut faire du prototypage ou de la série, on a besoin de s'en tourner vers un mouliste et vers un injecteur. L'injecteur, il va vous demander des milliers de pièces pour avoir des prix abordables. Et le mouliste, un moule va généralement vous coûter plusieurs milliers d'euros à faire usiner afin de réaliser vos prototypages ou vos petites séries. Généralement, on fait des moules pour de la petite série. Là, le fait d'avoir une complémentarité avec les imprimantes 3D résine qui permettent de réaliser des moules rapidement, ça veut dire qu'on baisse complètement le timing, les délais d'usinage qui sont normalement de 3 à 5 semaines et généralement, c'est plutôt 5 semaines pour avoir un moule usiné en aluminium. Là, aujourd'hui, de la conception à l'utilisation du moule imprimé en 3D à l'injection avec la Olipress, on est sur un J3. On conçoit le premier jour, on imprime le deuxième jour parce que l'impression prend quelques heures et le troisième jour, on peut déjà injecter et avoir des prototypes ou des pièces finies avec la Olipress en injection plastique. Donc là, on a vraiment comme un circuit court finalement pour pouvoir itérer aussi, faire ses propres essais avant d'obtenir la pièce finale. Ou là où avec un moule usiné, quelque part, on n'a pas le droit à l'erreur quand on se met en production. Alors, du coup, ce process, on pourra y revenir, bien sûr, si vous avez des questions. Lors du précédent live où on présentait ce process, il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées justement sur comment concevoir, quelles sont les bonnes pratiques ou ce qu'on appelle les design guidelines. Donc là, aujourd'hui, ça va être le cœur de notre propos. Et Vivien, je t'ai posé pas mal de questions pour préparer ce live et on va essayer de vous en restituer une grande partie. Alors du coup, peut-être en premier temps, on a vu des éléments dans la vidéo, on a parlé de moule usiné et là, d'hybridation. Quelles sont un peu les trois stratégies qu'on retrouve quand on veut injecter? Ouais, donc il y a vraiment deux choses bien distinctes. Un moule imprimé en 3D, c'est un moule imprimé en 3D résine qui peut être utilisé avec la Olipress, mais lors de nos utilisations, on s'est rendu compte que les moules imprimés en 3D, placés directement dans l'étau et utilisés avec la Olipress, souvent avaient un point de rupture sous la force d'injection, parce qu'effectivement, on met une pression qui est quand même de 50 kg sur le levier de la Olipress, et ça équivaut environ à 100 bars de pression d'injection in fine en sortie de buse. Et donc, du coup, ce moule-là doit résister à la pression qu'on applique lors de l'injection. Et du coup, nos premiers essais ont été faits sans renfort. Et on s'est rendu compte qu'on avait des moules qui, de temps en temps, cassaient. Et surtout, un moule sans renfort, on est directement en contact de la buse de la Olipress qui est chauffée, parce que les thermoplastiques dans la Olipress sont chauffés à plus de 200 degrés généralement. Et donc, cette buse est très chaude. Et si on applique la buse de la Olipress directement en contact avec le moule, même si c'est des moules
qui sont faits à base de résine qui doivent résister à de hautes températures, eh ben, l'application prolongée d'une buse à plus de 200 degrés sur un moule imprimé en 3D, ben, forcément, on va dégrader le moule imprimé en 3D. Donc voilà pourquoi on peut faire des moules directement et on peut, grâce à des entredoises en aluminium, des inserts, utiliser des moules sans renfort, mais ça va être des moules qui sont trop gros pour rentrer dans des renforts en aluminium. Mais dès lors qu'on est sur ce volume de pièces, de petites pièces qui rentrent dans un renfort, une carcasse de moule en alu, ben voilà, on va préconiser cette utilisation. Alors du coup, l'idée, c'était de pouvoir décortiquer un peu la conception de ce moule qui est là utilisé avec un renfort en aluminium. Donc, tu as choisi un projet en particulier et est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer quelle était la démarche de départ? Ah, je trouvais que ce cas d'étude était intéressant parce qu'il est interne. C'est lors de notre processus de fabrication de la Olipress. Voilà, la Olipress est fabriquée directement chez nous à Metz, hein. Voilà, on a cette chape, hein, cette pièce intermédiaire entre le levier et le piston, donc cette pièce qui est en forme de diapason, qui est vissée, hein, qui permet le maintien. Donc il y a deux vis qui permettent le maintien. Et cette vis ben, nécessite un outil, une clé Allen, afin d'être dévissée lors du nettoyage du piston. Et en interne, on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer cette pièce, retirer l'outil de dévissage en créant une pièce surmoulée. Donc surmoulée, ça veut dire qu'on a un moule imprimé en 3D dans lequel on vient placer des vis, donc de l'outillage des vis, et on vient directement injecter par-dessus. Et ça nous permet, voilà, sur la photo de droite avec le beau cœur, d'avoir un outil qui, voilà, sans clé Allen, on peut bien dévisser cette chape et faire la maintenance de la Olipress. Alors du coup, justement, là, l'idée, c'est pour nos participants concepteurs de rentrer dans le détail des bonnes pratiques. Et là, du coup, là, Vivien, quel a été le point de départ, alors, les éléments clés? Alors, le point de départ, c'est, voilà, nous, on a des renforts en aluminium, on a deux tailles, hein. On a une taille qui est 60 par 60 et une taille qui est 100 par 60. Dans notre cas, du moule de surmoulage de vis, on est sur un renfort de moule, une carcasse en aluminium de 60 par 60. Donc là, on a les dimensions globales du moule, hein, qui sont représentées ici. On a la tolérance, donc moi je vous parle d'un renfort de moule de 60 par 60 et si vous regardez, la hauteur et la largeur du moule imprimé doit être de 59,80 parce qu'effectivement, il faut garder un peu de jeu afin de bien positionner le moule dans la carcasse en alu et éviter les frottements. Donc voilà, donc les recommandations sont globales et vous pourrez les retrouver lors du replay, j'imagine, afin de les avoir. Alors, la question qui était venue lors du dernier live et qui est récurrente aussi, c'est quelle est la quantité, quel est le volume qu'on peut injecter sur une presse de bureau en question, la Olipress. C'est vrai que la Olipress, hein, moi je le dis souvent, la quantité maximum de plastique qui peut être injectée est de 16 cm3. Voilà. Donc 16 cm3, ça correspond à peu près à 16 grammes. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas injecter une pièce de 16 cm3 parce qu'effectivement, comme vous venez de le voir et comme on va le voir maintenant, un moule n'est pas fait que de l'empreinte de la pièce, il est fait aussi de canaux, hein, par lesquels vont passer le plastique, la matière plastique injectée. Donc sur la photo du haut, vous voyez que moule, le moule qu'on présente aujourd'hui est composé de 4 empreintes, donc les 4 surmoulages de vis, mais aussi d'un canal principal par lequel s'écoule la matière plastique, et des canaux secondaires qui viennent alimenter les empreintes, hein, les vis surmoulées, et des seuils, donc c'est une réduction, hein, en fait le diamètre du canal se réduit afin qu'on ait le moins de traces possible du canal secondaire sur la pièce finale. Alors là, du coup, pour aussi dans le workflow qu'on vous présente aujourd'hui, la priorité était aussi au cœur, c'est l'accessibilité à la fois de la presse de bureau, du mode de fabrication en impression 3D, mais aussi du logiciel de conception. Donc là, on s'est appuyé sur le logiciel d'Autodesk Fusion 360. Et du coup, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà utilisateurs de cette solution. On vous a précisé une petite astuce qui est importante lorsque vous faites votre préparation de moule, c'est de connaître le volume final
incluant l'ensemble des composants du procédé, puisque, comme l'a évoqué Vivien, il y a les canaux, il y a les pièces en elles-mêmes. Et là, vous pouvez retrouver cette fonction dans Autodesk Fusion 360 dans le menu conception, et vous pourrez créer un nouveau volume de fluide vous permettant de calculer très rapidement du coup la volumétrie complète de l'ensemble des éléments. C'est ça. Donc là, pour rappel, c'est quelques recommandations. Donc effectivement, comme je disais au départ, les résines utilisées sont des résines spécifiques qui permettent de résister à la température. Mais comme tout matériau, il y a des contraintes. Sur nos utilisations des moules en résine, on s'est aperçu qu'il faut éviter effectivement les sections transversales, c'est-à-dire parallèles aux moules imprimés sur le plateau, des épaisseurs qui ne vont pas être en dessous de 1 cm. Sinon, effectivement, le plastique chaud qui vient s'injecter dans le moule peut dégrader ces parties fines transversales. Voilà, donc on va recommander de faire des parties fines qui seront supérieures ou égales à 1 cm. Au niveau de l'impression, pour bien retirer, pour les utilisateurs d'imprimantes 3D résine qui se reconnaîtront, lorsqu'il faut retirer l'impression du plateau, si on n'applique pas un chanfrein à la base de l'objet, on a du mal à venir retirer l'objet du plateau. Donc voilà, sur ce deuxième point, créer des chanfreins sur la pièce pour faciliter son retrait, c'est simplement pour pouvoir l'enlever plus facilement du plateau d'impression. On verra justement comment positionner après les moules au moment de la préparation d'impression. Du coup, un autre aspect aussi sur le moule en lui-même, vu qu'on on a une face A et une face B, quels sont aussi les moyens de pouvoir gérer ça, ces assemblages? C'est ça. Alors même si effectivement, là on parle de tiges de centrage sur ce premier point, même si on a des renforts en aluminium qui, elles, ont aussi des tiges de centrage, on se permet dans chaque modélisation d'en rajouter sur le moule imprimé en 3D afin que la pièce, afin que les deux parties du moule soient vraiment bien centrées pour pas qu'on ait de décalage au niveau des pièces. Voilà, donc là, les recommandations sont les suivantes. On a des tiges de centrage, excusez-moi, je vais y arriver, qui ont une hauteur de 3 mm et une largeur de 6 mm, et on ajoute un rayon de 0,5 en bout de tige. Donc là aussi, on prévoit une partie de tolérance pour permettre justement de ne pas avoir à forcer ou de pouvoir quand même suffisamment décrocher les deux parties. Bien sûr. Sur le deuxième point, je parle d'encoches. Les encoches sont présentes, encore une fois, sur les renforts en aluminium. Mais si toutefois on voulait utiliser le moule pour quelle que soit la raison sans renfort, alors on préconise l'utilisation d'encoches qui permettent de passer en fait un outil afin de venir démouler l'objet. Voilà. Et en dernier point, c'est effectivement ne pas oublier les évents. Donc les évents, c'est des petits canaux qui se mettent en fin d'empreinte. Et en fait, ces canaux, ces évents permettent de laisser passer l'air, parce qu'effectivement, on est sur un moule fermé, donc un moule qui est fermé dans lequel on va injecter de la matière. Et effectivement, ce moule fermé peut contenir de l'air. Et pour que la matière prenne bien la place dans les empreintes et que l'objet soit injecté à 100%, on place des petits canaux en fin d'empreinte afin de laisser passer cet air et laisser passer les impuretés afin de bien remplir les empreintes du moule. Et là, du coup, en termes de dimensionnement, quels sont les minima qu'on peut utiliser? Alors, au minimum, 0,1 mm de profondeur. Et ensuite, la largeur dépendra de la taille de la pièce. Sur cette pièce, on est sur 1,5 mm de largeur. Alors du coup, un point qui est bien sûr majeur dans l'injection plastique, il y a des règles importantes, notamment sur les dépouilles à prendre en considération. Là, quelles sont les grandes règles à respecter? Alors, c'est valable pour tout procédé de fabrication qui nécessite des moules. Forcément, quand on a un moule, il faut pouvoir ouvrir ce moule et il faut faire attention, effectivement, à bien mettre en place des angles de dépouille, et éviter les contre-dépouilles. Et si contre-dépouille il faudra faire un moule en plusieurs parties, à tiroir. Enfin, ça devient des moules assez complexes. Mais en tout cas, la règle, c'est éviter les angles droits, éviter les pièces qui n'auraient pas d'angle de dépouille.
Donc, si on conçoit et on pense la pièce en amont, toujours penser à rajouter des angles de dépouille qui seraient de l'ordre de 1 à 3 degrés sur ces angles trop droits, voilà, pour pouvoir bien démouler la pièce. Donc là, on voit bien le sens des démoulages. Donc, on a la pièce injectée en grise. Donc, sur la gauche, on a une pièce d'un angle droit qui est en contact complet avec le moule qui est en bleu, un bleu-vert. Et sur la droite, voilà, on a transformé cette pièce. On a exagéré les traits pour bien comprendre de quoi il en retourne. Effectivement, on a cette pièce injectée qui est beaucoup plus ouverte et qui permet en fait de retirer la pièce plus facilement, plus aisément du moule. Alors, du coup, l'idée, là, c'était de pouvoir revoir la conception complète du moule qui est notre cas d'étude aujourd'hui. Du coup, je vous propose de regarder ça ensemble avec Vivien. Donc là, on est sur le logiciel de Fusion 360 et effectivement, on commence la modélisation du moule. Donc, on part de l'empreinte standard comme elle vous a été présentée dans les tout premiers slides. Donc, de manière verticale, donc là, on place les encoches bien évidemment sur les côtés du moule. De manière perpendiculaire, on a le canal d'injection principal qui se trouve au centre, hein, qui est d'un diamètre de 4 mm. Le canal secondaire qui est perpendiculaire à ce canal principal. On vient appliquer les empreintes, donc l'objet qui doit être injecté, et on vient creuser le moule qu'on a modélisé sur Fusion. Voilà, on multiplie les empreintes si la pièce fait moins de 16 cm3. Et ensuite, par symétrie, on va créer, donc on applique les canaux secondaires, effectivement. Donc, on a le canal principal qui est en croix au milieu. On a les canaux secondaires qui partent de ce canal principal jusqu'à l'empreinte des pièces. Et dans une deuxième partie, donc là, on était sur la première face du moule. Et on va simplement venir appliquer la même chose de l'autre partie du moule, de la face B, avec toujours les canaux principaux, les canaux secondaires, et les empreintes bien situées au même endroit afin qu'on ait la pièce complète. On n'oublie pas les chanfreins hein, qu'on voit se réaliser là en direct. Et ensuite, petit à petit, on voit le moule se construire, donc les encoches aussi de l'autre côté, des encoches de chaque côté, de chaque partie du moule. Et on garde la pièce à la même place. Et effectivement, on vient creuser grâce à cette pièce qui va être injectée. De la même manière qu'on a fait sur la première face, on vient creuser l'autre face du moule et on vient encore une fois réaliser le canal principal de 4 mm de diamètre, les canaux secondaires qui amènent aux pièces. Et normalement, on a notre moule qui est complet. Voilà, donc notre moule en deux parties qui a été modélisé. Alors, du coup, on voit aussi une zone de sortie qui permet, là, pour le coup, de faire passer des objets existants. Bien sûr, bien sûr. Du coup, merci Vivien pour l'explication détaillée. Du De coup, rien. on va juste rappeler aussi, une fois qu'on a obtenu ce fichier, on va l'exporter dans un format standard de l'impression 3D, hein, il s'agit de STL, et on va réaliser une dernière étape là, on sort du logiciel de conception pour passer dans le logiciel de préparation. Quels sont les derniers, les derniers conseils avant de lancer la production? Alors, chemin faisant, au tout début de notre existence, on réalisait des moules, enfin, on a imprimé des moules, mais de manière en billet avec des supports. Et on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de tolérance, des moules qui se déformaient, et des technologies d'impression 3D résine plus avancées nous ont permis, en fait, d'imprimer directement à plat les moules qu'on voulait imprimer. Du coup, ça nous permet de gagner du temps parce que des moules imprimés avec un radeau et des supports, ben, ça prend du temps à l'impression. Donc là, on gagne beaucoup de temps sur l'impression. Ce moule a été imprimé les deux faces en 5 heures, il me semble. Enfin, je revalide avec mon équipe. Du coup, de ne pas oublier les chanfreins, hein, parce qu'on comme on applique directement le moule sur la surface d'impression pour pouvoir le retirer facilement, on applique les chanfreins. Et au niveau de la résolution, c'est en fonction de l'utilisation qu'on a envie de faire derrière. Si on est sur du prototypage,
on n'a pas besoin d'une grande résolution. En tout cas, ça, c'est au bon vouloir de l'utilisateur final en fonction de la résolution de l'objet dont il a besoin. Très bien. Du coup, là, on aperçoit le projet fini. Donc, on distingue bien à l'arrière les deux éléments usinés qui permettent d'accueillir là l'empreinte du moule imprimé en 3D. Et à gauche, l'ajout des éléments sur lesquels il y a le surmoulage qui est réalisé. Voilà, donc là, on voit bien que les éléments de centrage, les tiges de centrage sont effectivement appliquées sur le renfort en aluminium. On distingue aussi des encoches sur le moule en aluminium. Donc voilà, les éléments sont répétés et sur le moule et sur le renfort en aluminium. Et j'ai oublié de préciser en amont qu'effectivement, l'injection peut se faire soit dans le plan de joint, ou par le dessus, sur un moule qui est de cette manière, mais l'injection peut se faire aussi dans la masse, c'est-à-dire dans la partie horizontale du moule. Alors, du coup, là, on a vu un exemple complet de A à Z. On est rentré dans le détail, hein. C'était aussi les attentes que vous aviez soulevées lors du dernier live. Et on a évoqué un type de conception de moule. Maintenant, il y en a de nombreuses. Tu as aussi voulu présenter un élément pour conclure aussi cette présentation et les conseils de conception, qui est le fameux moule à tiroir. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve qui est très courant dans l'injection et que tu vas nous expliquer du coup, juste ici. Oui, donc effectivement, là, on vient de voir tous les recommandations pour la modélisation, la conception d'un moule en 3D. Mais effectivement, cette forme ne nécessitait pas, la pièce injectée n'avait pas de contre-dépouille, donc elle s'enlevait facilement du moule, elle se retirait facilement du moule. Mais on peut avoir des thématiques ou des projets où la pièce a, comme on disait plus haut, des contre-dépouilles, c'est-à-dire des parties de pièces qui ne permettent pas d'avoir un moule en deux parties et de retirer la pièce facilement. Et donc là, on est sur un moule à tiroir, donc en 1, 2, 3, 4 parties. C'est un moule qu'on a réalisé pendant le premier confinement pour réaliser des clips qui permettent de tenir des visières de projection anti-Covid. Et on avait une problématique, on ne savait pas si on devait passer par de l'usinage ou si on devait passer par l'impression 3D. L'usinage coûtait trop cher, les techniques d'électroérosion qui étaient nécessaires pour réaliser ce type de moule prenaient trop de temps et étaient trop onéreuses. Donc on a essayé de le tester, on a tenté le coup en impression 3D et on s'est rendu compte que ça marchait très bien. L'impression 3D résine permet l'impression de moule à tiroir qui permettent de réaliser des objets injectés avec des contre-dépouilles, donc des objets très complexes peuvent être réalisés grâce à des moules imprimés et conçus en 3D. Très bien, donc c'est bien, ça ouvre la porte encore sur d'autres types d'applications, en sachant que ce procédé d'utilisation de l'impression 3D pour l'injection plastique s'applique à Holymaker. Vous avez directement participé et mis en œuvre ce workflow, mais on retrouve aussi des applications dans l'injection de manière plus globale. Donc, vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble de ces 4 applications, dont d'autres complémentaires réalisés par la Holypress, dans le livre blanc que je vous partagerai juste après dans la zone de chat. Vous pourrez retrouver pour aller encore plus loin avec plusieurs retours d'applications. Et là, on en aperçoit justement un autre complémentaire. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. On vous partagera le lien juste après. Alors là, on a évoqué de l'impression 3D. On utilise des matériaux bonne matière, hein, finalement. Donc, on peut passer plusieurs types de matières dans la presse injectée. Quelles sont les possibilités justement par rapport à ça, Vivien? Quelle matière on peut injecter avec l'impression 3D? Alors, quelle matière on peut injecter dans des moules imprimés en 3D? Tout à fait. Alors, la quasi-totalité des thermoplastiques qui sont transformés avec la Holypress. La Holypress, je le rappelle, permet de chauffer les thermoplastiques jusqu'à 300 degrés. On peut injecter nous, au dernier test, on a injecté de la matière jusqu'à 290 degrés dans des moules imprimés en 3D. Le moule tient moins longtemps. Forcément parce qu'il s'abîme plus vite, même si les résines choisies sont des résines qui résistent à haute température. Sur un polypropylène, qui est un matériau qui s'injecte entre 200 et 230 degrés, on réalise une centaine d'injections dans un moule en résine
imprimés en résine, avec un thermoplastique qui est technique et qui se chauffe à plus de température, comme le PA6 chargé. On va être sur une quinzaine, une vingtaine d'injections dans un moule imprimé en 3D. Donc voilà, en fonction du thermoplastique utilisé et de la température à laquelle il est transformé, le moule va être plus ou moins, va nous permettre de réaliser plus ou moins de séries de pièces. Alors du coup, pour le choisir justement, c'est faire ces itérations de choix de matière. Vous êtes appuyé sur le support technique du fabricant d'imprimantes Formlabs. Et là, on en restitue une partie des retours. Donc peut-être là, Thibaut et Vivien, vous partagerez un peu à la fois les retours d'expérience et qu'est-ce qui aujourd'hui est recommandé pour imprimer des moules permettant l'injection plastique. Bien. Ouais, alors je vais commencer en parlant de notre cas, du coup, Holymaker, de notre cas d'utilisation. Et ensuite, ben, Thibaut, je te laisserai élargir sur l'utilisation parce qu'effectivement, les moules imprimés en 3D sont utilisés pour la Holypress, mais sont utilisés dans le monde de l'injection industrielle standard. Donc, en tout cas, de notre utilisation, on a commencé. Pourquoi ces trois résines sont présentées? Parce qu'on a commencé à utiliser la high temp à ses tout débuts, enfin, au tout début de l'entreprise Holymaker. Elle répondait bien aux attentes. La montée en température était bonne pour nous, sauf que dans notre cas d'utilisation et seulement dans notre cas, elle était un peu trop cassante. Voilà, on avait des parties moules qui Salut Vivien. Alors, on va retrouver Vivien, mais du coup, peut-être, Thibaut, ça te permet de rebondir justement sur les différentes résines aujourd'hui utilisées. C'est pas par hasard hein, si Vivien avec Holymaker utilise trois résines. Ce sont les trois résines qu'on retrouve le plus régulièrement et le plus fréquemment sur des cas d'études chez nos clients. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez imprimer, en fonction de la température du matériau, on va être soit sur une item, qui est une résine qui résiste, qui est la résine qui résiste chez Formlabs aux plus hautes températures, ou en fonction des cycles de répétition, on ira plutôt sur une résine d'ICA. Ce serait intéressant d'avoir le retour d'expérience de Vivien, parce que justement, la Grepro-résine est une résine entre les deux, mais qui permet en fait une grande flexibilité, une grande restitution des détails, et donc une répétitabilité qui est assez efficace sur la Holypress. Un des avantages d'utiliser une technique d'impression SLA comparé à une autre technique d'impression, alors par exemple, si on parle d'une technique d'impression FDM, on obtient des pièces qui sont relativement quand même parfaites. En revanche, quand on est sur un flux d'injection plastique, il faut savoir que la partie ou la pièce injectée va restituer, on va dire, tous les aspects poreux, tous les aspects du moule. Donc, l'importance d'avoir un matériau extrêmement et une précision accrue de la pièce imprimée, donc du moule dans ce cas-là, pour avoir une pièce injectée parfaite. Vivien, tu es de retour parmi nous? Oui, excusez-moi pour cette coupure. Je suis de retour. Merci Thibaut. Donc, du coup, ouais, donc là, trois résines qui sont recommandées ou retenues et prouvées. Du coup, chez Holymaker, vous travaillez très souvent avec la Grepro, qui est devenue finalement un peu le standard hein, pour vos moules. C'est ça. Et vous êtes effectivement aussi dans le cas, en fonction de la répétabilité ou des quantités à injecter, vous vous orientez parfois sur des résines plus techniques, on va dire, comme la résine d'ICA, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parfait. Alors, si vous avez des questions par rapport aux matériaux et résines à utiliser, bien sûr, vous pouvez les poser et nous ferons plaisir d'y répondre. Un point important, excuse-moi, bien sûr. Florian, donc sur les résines, excuse-moi, on peut venir juste rapidement derrière. Et j'ai vu la question plusieurs fois dans le chat, on peut imprimer des pièces sur un volume d'impression plus important. Donc, dans le cas présent, avec Holymaker, on est sur un volume maximum de 16 cm3. On comprend les canaux, les évents et donc tout ce qui rentre dans la partie de la conception du moule. En revanche, on a des clients également qui utilisent ces matériaux pour des pièces directement injectées sur des équipements industriels. Donc, on n'est pas limité par la quantité en matériaux, on va être limité tout simplement par les caractéristiques techniques de nos résines et donc les caractéristiques techniques des équipements utilisés pour l'injection plastique. Dans le cas de matériaux qui ont besoin on va dire, d'une chaleur très importante et d'une viscosité plus importante, vous irez plutôt sur une item résine. Par contre, si vous travaillez sur des cycles d'impression moins importants en termes de barres de pression injectée, je pense que Yann pourra confirmer ce point-là, et en termes de chaleur de matériaux injectés, si on est sur des
des quantités d'impression un peu plus importantes, on pourra passer sans problème sur un réchiticage. Également dans les questions, quand on parle de petites séries, est-ce qu'on peut parler de 500 pièces injectées? Oui, sans aucun problème, on peut parler de 500. Alors, il faudra peut-être changer en cours d'impression le moule imprimé en 3D. Malgré ça, vous resterez sur des temps d'impression inférieurs à ce qui serait usiner un moule en aluminium, et également sur des cycles d'impression totalement abordables. Voilà. Alors du coup, justement, par rapport à ces différents cas, vous retrouvez davantage d'informations sur le livre blanc. Je vais vous le partager de suite, comme ça, ce sera fait. Toc. Voilà, donc là, vous avez à minima 3 cas qui sont présentés avec vraiment des cas spécifiques aussi bien de la presse de bureau que de la presse industrielle. Du coup, la dernière fois, lors du précédent live, vous aviez posé des questions sur la mise en œuvre. Là, vraiment, ce qu'on retient, c'est le côté l'accessibilité des 3 technologies, que ce soit le logiciel de CAO, l'impression ou la presse, qui rend vraiment possible de pouvoir injecter en petite série des pièces de petite taille. Donc là, pour rappel, on est sur un ensemble d'éléments. On a essayé de vous faire un carrel de mise en œuvre du logiciel de CAO Fusion 360, de l'écosystème de la forme 3, c'est-à-dire à la fois la fabrication, mais aussi le post-traitement des pièces imprimées, et une mise en service avec les formations vous permettant de concevoir avec les bonnes pratiques. Donc là, on est sur un investissement qui est aux alentours de 8 000 €, donc tout à fait réalisable et facile à implanter. Du coup, je vous invite à venir découvrir ce workflow complet en showroom, alors avec les conditions sanitaires qui le permettent, donc soit directement dans nos centres ou à distance. Donc, vous voyez, juste derrière moi, l'ensemble du process est accessible. Vous pouvez nous soumettre des cas pour validation. Je vous invite à prendre rendez-vous et je vous partagerai juste le lien pour le faire. Et en avant-première, on vous prépare un programme de formation pour monter en compétence justement sur la conception de moules en impression 3D. Et ce programme sera accessible dès le mois prochain. Donc, vous en serez informé si vous souhaitez passer le pas de la conception de moules en impression 3D. Je vous remercie en tout cas pour votre présentation, Vivien, Thibaut. Je vous propose de traiter maintenant vos questions et pour ça, toute l'équipe est là, que ce soit côté conception, côté fabrication, injection. Donc, n'hésitez pas, je vous laisse quelques instants pour poser vos dernières questions. Et c'est parti. Donc, je vois qu'elles sont déjà nombreuses, donc on va les prendre dans l'ordre. Alors, certains ont été posés dans le chat. Alors, je vous invite, si vous les avez posés via le chat, à les remettre dans la zone questions-réponses. Ce sera plus facile pour nous de les traiter. Alors, peut-être, Vivien, si tu vois les premières questions sur lesquelles tu veux rebondir en premier lieu. Oui, alors j'essaie de comprendre le système et de me faire aux questions. Et parce qu'il y a des questions qui s'ajoutent, donc à chaque fois, ça remonte, ça C'est bien, remonte. vous avez beaucoup de questions, donc c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y aura un moyen de répondre à ces questions en post-live oui, bien sûr, et qu'ensuite les personnes soient informées? À toutes vos questions. Alors, on va essayer de. Alors, vous pouvez aussi, s'il y a des questions qui vous intéressent en particulier, voter pour ces questions. Vous avez une petite zone sur laquelle vous pouvez mettre un petit like et comme ça fera remonter les questions qu'on pourra traiter parce qu'a priori, il y en a énormément. Donc, question côté précision. Donc, peut-être on a déjà un peu évoqué, mais quelle est la précision aujourd'hui des moules imprimés?
Alors, hop, on est sur une quasi-similarité avec les moules usinés en aluminium. On a des tests qui sont en train de faire avec un bureau d'études en plasturgie qui s'appelle Plastinov, qui sont en train de comparer effectivement, in fine, la similitude et les différences qu'il peut y avoir entre une pièce imprimée, injectée dans un moule imprimé et une pièce injectée dans un moule usiné. Des tests ont déjà été faits en interne et cette dimension, enfin, cette tolérance, cette différence est minime, mais n'a pas été étudiée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris un bureau d'études en plasturgie pour ce faire et on aura les résultats, on pourra communiquer les résultats très rapidement. Alors, du coup, merci Vivien. Donc là, les questions bougent. Rien. Tac. C'est super de mettre Alors, répondre en direct quand tu finis une question pour Ouais, l'enlever. du coup, ouais, c'est ça. Du coup, c'était le cas, mais elle a déjà bougé parce qu'il y a vos votes qui influencent. Alors, quel est le rendu visuel des surfaces injectées? Est-ce qu'on peut envisager l'injection de pièces avec des détails fins et esthétiques? Alors, c'est assez complémentaire à la question qui a été posée juste avant. Effectivement, le rendu dépend du moule dans lequel on injecte. Et j'avais vu une question, est-ce qu'on peut imprimer des moules en 3D filaire, FDM? Donc, effectivement, on peut injecter de la matière dans des moules imprimés en 3D filaire tant que la matière est technique et résiste à leur température. Mais effectivement, la question de la résolution de la pièce est en jeu. Dans un moule imprimé en 3D résine, on a des surfaces lisses. Dans un moule dans des moules usinés en aluminium, on aura des surfaces lisses. Effectivement, si le moule est imprimé en 3D filaire, on aura l'aspect intercouche qui sera reproduit sur les pièces injectées. On aura la qualité d'injection, mais on aura l'aspect qui en pâtira. Bien. Alors, du Oui, coup, une question rapidement, oui. Florian, qui correspond à un webinaire qu'on a fait ensemble, si on peut couler du plâtre dans nos moules en résine. Et ça, c'était l'objet d'un webinaire qu'on a fait l'année dernière, il me semble. Tout à fait. Donc là, il s'agissait de l'impression d'un moule de coulée. Et là, en plus, le cas était vraiment spécifique puisque c'était l'utilisation d'un plâtre. Et on avait tout à fait mis en œuvre ce workflow complet à partir d'un scan d'un objet existant jusqu'à la fabrication d'un moule en rétroconception et permettant de couler des différentes matières. Donc, je vais vous retrouver ça et vous le partager. Alors, je ne retrouve plus la question parce que tout saute et tout monte, mais il y a une question sur, effectivement, sur les images qu'on a proposées, des moules et des renforts de moules en aluminium. On peut apercevoir un jour, parce les dimensions ne sont pas exactement les mêmes. On n'est pas sur un moule de 60 par 60 dans une carcasse de 60 par 60. Et justement, pour bien caler cette pièce, ce moule imprimé en 3D dans ce renfort en aluminium, on a des vis en fait, qui permettent de caler en bas du renfort et sur la gauche du renfort. Et de part et d'autre, de la même côté sur le deuxième renfort, on a des vis qui permettent de caler l'objet afin qu'il ne bouge pas et qu'on n'ait pas de fuite, ni l'objet ne se déplacera pas. Tu peux réagir rapidement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ah oui, vas-y. Non, excuse-moi. Peut-être pas. Alors, je vois une question. Faut-il obligatoirement mettre le moule résine dans le support métallique fourni avec la presse? Donc, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, non, on n'est pas obligé. C'est recommandé pour tenir la pression et de permettre au moule de gagner en longévité. Mais effectivement, si les dimensions dépassent le 60 par 60 ou le 100 par 60, effectivement, une simple entretoise en métal percée permet de protéger le moule imprimé. Vas-y Thibaut. J'ai vu passer une question et je vais en envoyer une deuxième sur le terme de grade alimentaire. J'imagine qu'il est certainement possible d'injecter du chocolat ou d'autres choses via. Mais même le problème, ça va être je pense que nos résines n'ont pas de grade alimentaire. Et donc, si vous travaillez avec nos matériaux, il existe un risque de contamination.
des aliments. Donc, si vous souhaitez demain imprimer des aliments avec des moules, il faut que vous travailliez sur un moule qui ait justement cette certification de grade alimentaire que nous ne disposons pas. On dispose de matériaux biocompatibles, mais ce sont deux choses différentes. Et j'ajouterais même à cette réponse qu'effectivement, la question s'est déjà posée et on fournit, on a au catalogue du PP, donc du polypropylène grade alimentaire, et la question nous était souvent posée, est-ce que lors de la transformation dans la presse, eh ben, la pièce finale était effectivement grade alimentaire. Et en effet, les matériaux utilisés pour la fabrication de la presse sont des matériaux qui peuvent être utilisés en salle blanche, complètement nettoyés, désinfectés. Ce sont des matériaux compatibles à la matière grade alimentaire. Donc, la pièce in fine dans un moule usiné qui correspond aux besoins aura des propriétés grade alimentaire. Donc, oui, c'est possible, mais avec le bon moule. Avec le bon moule, ouais. Du coup, pareil, côté matériaux à utiliser, peut-on mouler des pièces en silicone? Des éléments de réponse par rapport à ça? Injecter une pièce avec de la matière silicone? J'imagine que c'est ça la question. Je pense que c'est ça la question. Si c'est la question, donc effectivement, aujourd'hui, la presse permet de faire fondre des thermoplastiques. L'injection silicone n'a pas encore été testée avec la Holypress. Des tests futurs seront en cours parce qu'on a beaucoup de demandes sur ces LSR, sur ces tests d'injection silicone. Mais en interne, en tout cas, les tests n'ont pas encore été réalisés. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus, même si voilà, je pense à croire que la Holypress ça pourrait être un cas d'application pour la Holypress, mais je ne peux pas m'avancer. En revanche, après, oui, oui. En revanche, vous pouvez utiliser des moules imprimés en 3D pour, alors je ne sais pas comment dire en français, pour couler du silicone dedans. Ça, c'est totalement possible. Oui, tout à fait. J'ai perdu une question, mais il y avait le même principe de la coulée de matériaux qu'on avait évoqué lors d'un précédent live. Alors, j'ai vu passer une question sur la possibilité d'injection de poudre PA12 d'impression 3D poudre à travers la Holypress. Effectivement, c'est réalisable. Hein. Les déchets de poudre d'impression 3D à fritage sont complètement revalorisables avec la Holypress. Hein. Les tests ont été réalisés par un client et ont été validés en interne il y a 2 semaines. Donc, vous pouvez utiliser la poudre PA12 des imprimantes 3D fritage à travers la Holypress afin de faire de la revalorisation de matière. Oui, ça, c'est un aspect qui est très important et qui faisait aussi partie de l'ADN de Holymaker, c'est que finalement, c'est aussi une solution pour, dans un écosystème existant pour les utilisateurs de l'impression 3D, c'est de récupérer des matériaux, des rebuts, des supports qui ne sont pas utilisés ou des poudres dont le taux de renouvellement est déjà assez avancé. C'est ça, effectivement, la revalorisation des matières, l'économie circulaire était au cœur de l'entreprise et toujours au cœur de l'entreprise. La presse, effectivement, permet le prototypage, la petite série de petites pièces, mais Holymaker propose d'autres produits, propose un shredder, un broyeur manuel de plastique qui permet de broyer les supports de bobines d'impression 3D, tous les objets en plastique du quotidien à faible épaisseur et permet que ce soit pour une entreprise, pour un Fab Lab, pour une école, pour une communauté, de revaloriser des déchets et de permettre de transformer directement et de rendre visible et accessible le recyclage des matières plastiques. Une question, si je peux participer. Bien sûr. Il faut les prendre parce qu'il y en a beaucoup. De Steven Le Priol, si on a constaté des réactions entre les matières injectées et les résines, donc, les 3 matériaux qu'on recommande ont des caractéristiques techniques propres. En fonction du matériau, de la température et de la capacité de votre équipement, effectivement, si on n'utilise pas le bon matériau pour le moule, on risque d'avoir une certaine viscosité ou certains problèmes avec la pièce injectée. Je pense, Vivien, là aussi, tu peux renforcer ma réponse. Mais oui, hein, en général, si on n'utilise pas le bon matériau… C'est ça. Et de notre côté, effectivement, on se rend compte effectivement, que la quasi-totalité des thermoplastiques peuvent être injectés dans des moules imprimés en 3D. Seule la tenue en température sur ce point
sera impactante. Mais on se rend compte que certains thermoplastiques comme le PLA, qui est beaucoup utilisé en impression 3D filaire, FDM, et qui a cette caractéristique magique de coller, hein, ça colle bien, ça adhère bien au plateau, et ben cette caractéristique, elle n'est pas du tout voulue en injection plastique parce que nous, il faut qu'on retire les pièces du moule. Donc effectivement, le PLA peut coller au moule imprimé en 3D, mais pas de panique, des solutions, des sprays de démoulage, des sprays, des lubrifiants de moule existent que l'on peut utiliser pour injecter ces matériaux. Alors du coup, question côté Olipress, est-ce qu'il est envisagé une plus grande capacité d'injection? Alors aujourd'hui, non, malheureusement. Aujourd'hui, la Olipress est fabriquée depuis 2 ans. Enfin, Olimaker existe depuis 2 ans. La Olipress existe depuis 2 ans. Elle répond à un besoin. Et pourquoi on est sur ces 16 centimètres cubes? Ben, c'est simplement parce qu'on est sur un outil manuel. Aujourd'hui, la volonté de Olimaker, c'est de rester sur des outils manuels. Aussi bien notre broyeur que notre presse sont des outils qu'on active à la main. Et du coup, on est bloqué voilà, par ces 16, par ce volume, par le fait qu'on est sur une presse manuelle. Voilà. On ne peut pas presser plus que 16 cm3, sinon il faudrait y aller à 2, s'y mettre à 3 pour injecter un volume qui ne serait pas beaucoup plus important. Et comme on a à souhait de rester dans une presse qui est compacte, qui reste sur un bureau, qui se pose sur un bureau, comme vous voyez derrière Florian, à côté de l'imprimante 3D, qui est aussi peu encombrante sur un plan de travail, et ben voilà, on est limité par ce volume, mais ce volume répond aujourd'hui à une très grande partie du marché qui est visé. Ok, alors du coup, une question qui revient, qui remonte, c'est comment on traite les retraits. Alors, je pense que tu as répondu en partie. Oui, en partie, mais en fait, les retraits sont spécifiques, hein. Le retrait, c'est lorsque j'injecte dans un moule, effectivement, la matière qui est injectée à chaud dans un moule, eh ben, elle, ce qu'elle veut, c'est simplement ressortir, parce que voilà, elle est dans un moule froid en résine, enfin, qui est à température ambiante. On injecte une matière qui est à plus de 200 degrés. Donc, la matière, en injection plastique, elle a un taux de retrait. Et donc, en fait, là, on se fie simplement aux fiches techniques du matériau injecté. Et quand on conçoit le moule qui va être destiné à l'utilisation avec ce thermoplastique, eh ben on prend en compte ce degré de retrait et on l'ajoute aux dimensions de la pièce souhaitée. Ok, très bien. Bon, là, c'était une question qui revient aussi. Qu'en est-il dans l'injection d'élastomères? Je crois qu'il y a déjà des C'est vrai. tests qui ont été faits sur des matériaux souples, hein. De toute façon, effectivement, la Olipress est fait aussi bien pour les thermoplastiques non élastomères que pour les thermoplastiques élastomères. On a des tests sur des TPU, TPE à différents shores, enfin, quel que soit le shore utilisé. Et on a développé en interne, et justement, la presse est livrée avec une buse. Effectivement, on est sur une presse verticale, donc par verticalité, par gravité, la matière devrait s'échapper par la buse. Et on a développé pour ces élastomères et ces matières très fluides une buse à clapet, une buse anti-coulée, qui permet de garder la matière dans le corps de chauffe afin d'être contenu, bien chauffé, bien homogénéisé. Donc voilà, donc les élastomères sont injectables avec la Olipress. Très bien. Du coup, donc ça c'est bon. Donc sur les dimensions futures, on y a répondu. Alors, quelles sont les épaisseurs minimum de la pièce injectée dans la Olipress? J'ai pas envie de dire de bêtises. Ça, je vais me faire taper sur les doigts par les techniciens. On est du degré de la tête d'épingle. Je crois qu'on est à. Je vais pas dire de bêtises. Je me permettrai de répondre à cette question post-live. Pas de Mais souci. on Donc, peut la aller du question est très notée en petit. rouge. Ouais, ouais. Ok, parfait. Donc, merci Stéphane, en tout cas, pour cette question et on t'amènera une réponse rapidement. Ouais, bien sûr. Alors là, oui, cette question oui, qui a été posée et côté recyclage, peut-on récupérer des chutes de FDM, notamment Bien sûr. ou de plastique recyclé comme le PET? Bien sûr.
Bien sûr, nous, les premières entités à s'équiper de Holypress étaient les Fab Labs. Les premières utilisations qu'ils faisaient de la Holypress étaient la revalorisation, le recyclage, aussi bien des filaments 3D que des bobines, enfin des supports de bobines, que du plastique en règle générale. Et même nous, à nos débuts, lorsqu'on ne se fournissait pas en granulage à nos fournisseurs, on utilisait des filaments 3D qu'on coupait et qu'on insérait dans la Holypress. Une anecdote, un jour, un client voulait imprimer en 3D filaire une pièce et il n'arrivait pas à le mettre en œuvre sur son imprimante 3D. Le matériau était trop technique et trop complexe à imprimer en 3D. Alors, on s'est permis de couper le filament et de l'insérer dans la Holypress. Effectivement, ben, en injection plastique, l'injection s'est fait parfaitement et il a eu l'objet souhaité en moins de 5 minutes. C'est là où justement il y a un intérêt dans l'hybridation et c'est aussi pour cette raison que chez F3Def, on l'a intégré dans notre lab de formation puisqu'il y a vraiment des interactions possibles entre les différentes technologies. Là, on l'a vu pour des pièces haute température et des états de surface lisse, bah, la technologie SLA est très intéressante. Quand on a aussi toute cette notion de rebut qui existe, même si dans l'impression 3D, on optimise un maximum, bah, il y a des supports, il y a des pièces ratées. Bah, tout ça, ça peut aussi avoir une deuxième vie et être un matériau injectable. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. On est en circuit court. Tu l'as évoqué, le PA12, hein, les poudres qui sont donc plus utilisables, elles peuvent être réinjectées. Donc, c'est là où il y a vraiment un intérêt à travailler en synergie, en hybridation des différents procédés. Donc, en tout cas, l'idée est très bonne et vous pourrez venir la tester, bien entendu, si vous le souhaitez. Alors, on va traiter peut-être une dernière question. Alors, sur l'utilisation de carcasses en aluminium, il y a la notion de coût qui est revenue sur le coût d'usinage et sur le fait que ces carcasses permettent de bloquer la matière, il n'y a pas de fuite possible. Oui, j'ai rappelé que effectivement, les carcasses qui étaient présentées en photo, on ne voyait pas le côté de la carcasse, mais il y a des vis qui sont présentes afin de caler au plus près des bords le moule et ce qui permet à la matière de ne pas, de ne pas fuir du moule. Parfait. Bah, il y a énormément de questions et je vous en remercie en tout cas de l'intérêt porté. On prendra le temps de répondre à chacun de vous. Voilà, donc on reviendra vers vous par mail, bien entendu. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à nos invités d'avoir pris la parole et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver le livre blanc que je vous ai partagé et d'autres sujets annexes à l'impression 3D et à la coulée de matière. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Donc, merci Vivien, merci Thibaut et merci Bertrand. Au revoir, merci à tous.